L'action, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Pensez manager, pensez homme. C'est la phrase de Virginia Shane, professeure émérite de l'Université de Pennsylvanie, psychologue des organisations et du travail. Et cette phrase, elle l'a sortie en 1973. Depuis, les choses ont bien sûr évolué. Et pourtant, comme nous l'avons vu lors du dernier épisode, les femmes voient encore les aspects du management comme virils. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin et de voir en quoi cette virilité les impacte. Dans leur management, quelle vision elles en ont et comment elles font pour s'en sortir. Je vais donc vous proposer à nouveau d'écouter les extraits du podcast des interviewés de cette année sur cette thématique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nelly Jimenez, j'accompagne les directions depuis une dizaine d'années dans leur transformation et depuis un an je m'intéresse au sujet de l'égalité femmes-hommes en entreprise, notamment au travers de ce podcast. Comme tous les épisodes intersaison, pour celui-ci, je vais vous laisser 5 minutes avec des extraits des épisodes que vous pouvez tous retrouver sur vos plateformes d'écoute. Et je reviens ensuite pour approfondir le sujet du jour qui est l'adaptation des femmes face au code viril qui existe encore aujourd'hui au management. Bonne écoute, à tout de suite. Et je me rappelle, j'ai un copain qui m'avait dit, mais quand tu seras une vieille directrice générale, tu vois, tes jeunes adjoints, ils diront que tes jupes sont beaucoup trop courtes pour cacher tes couilles. Et je l'avais regardé et je m'avais dit, mais en fait, c'est un peu honteux, t'es en train de m'expliquer que parce que j'ai du caractère, forcément, je suis comme un garçon. En fait, c'est pas possible. Ce qui me caractérise, c'est d'être franche et directe, alors que ce qui est assez marrant, c'est que je ne crois pas que ça soit du tout l'apanage d'hommes, puisque moi j'ai eu énormément de managers boss et j'ai eu très peu de francs et directs, et d'ailleurs souvent ils m'ont reproché d'être franche et directe. J'ai quand même le sentiment que parfois, quand on est une femme, on a besoin de parler un peu plus fort et que quand on parle plus fort, c'est pas perçu exactement de la même manière que si j'avais été un homme. Et souvent, je me suis fait la remarque, je me suis dit si seulement parfois j'étais un homme. Parce que l'important, c'est d'être entendu et d'être audible. Et les règles du jeu, c'est que, c'est même pas caricatural ce que je vais dire. Un homme qui parle fort, c'est un homme qui a du caractère et du tempérament. C'est normal, c'est un guerrier, tout va bien. Une femme qui parle fort, c'est quelqu'un qui est pas loin d'être dans l'hystérie. On pourrait débattre là-dessus des heures et je suis pas sûre que ça fasse avancer grand-chose. Donc l'idée, c'est toujours cette dimension de rejoindre l'autre dans son univers, dans ses représentations. Pour être audible, crédible, entendu, il est plus important de poser une voix, pour le coup extrêmement basse, qui va contraindre à tendre l'oreille, qui va contraindre à porter son attention et être très parcimonieuse dans le choix des mots, enfin d'être précise dans le choix des mots, d'être à l'économie dans le nombre de mots pour avoir un maximum d'impact. À l'époque, parfois, on me considérait pas. C'est-à-dire que j'arrivais, j'étais la seule femme ou quoi que ce soit. J'étais en robe. Enfin, on pensait que j'étais l'assistante, quoi. Est-ce que vous pouvez me faire un café ou ce genre de choses. J'avais l'impression que ce que j'étais, ça allait pas, quoi. Que c'était pas assez bien, que j'étais pas validée d'une certaine manière. Et en fait, il faut quand même se défaire de ça un maximum et se dire, en fait, qu'est-ce qui me va à moi. J'ai mis des talons de 15 pour me donner la même hauteur qu'un homme, parce que c'est très dur de pouvoir avoir des discussions d'égal à égal quand vous êtes obligé de lever la tête. Moi, j'ai pris les instruments des hommes, donc enfin pas les talons, mais en tout cas le costume noir, chemise blanche, je me suis coupé les cheveux. Sans me rendre compte, j'ai pris les attributs physiques d'un homme pour faire partie du clan. Je reprends ces femmes dans des startups qui lèvent des fonds. Elles soignent tous les détails. Elles s'entraînent avec des questions qui sont vraiment parfois à la limite des questions parce qu'elles savent que c'est une réalité, presque des questions misogynes. Donc si elles se trompent, ça va justifier le fait de pas leur donner des fonds. Donc je crois qu'il y a une récupération assez rapide d'une erreur comme étant une faute, justifiant le fait de ne pas faire confiance. Alors en fait, je pense que peut-être les femmes encore plus que les hommes, on doit prouver en permanence nos compétences et en faire beaucoup plus parfois pour prouver qu'on est compétente sur les sujets, et donc d'aller à fond dans le détail, d'être vraiment dans la stratégie, d'avoir vraiment ce regard et que ce soit très étayé et argumenté. Moi, je me suis rendu compte dans certains parcours, notamment dans les groupes, que les hommes parfois n'ont même pas besoin de parler pour évoluer. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en faire 100 fois plus, quoi. Donc oui, c'est quand même un effort de s'exprimer, de devoir prendre sa place, et peut-être même parfois c'est contre-productif parce que à force de vouloir se surengager et de surexprimer, ben on en perd presque en impact. Et moi, c'est ça qui a été le plus dur à gérer, c'est cet équilibre-là.
Mon rêve, c'est que je me retrouve dans une réunion de grands patrons ou de comité de direction d'une grande entreprise et qu'il y ait une décision à prendre et que quelqu'un dise « Ah, mais il y a quelque chose là, émotionnellement, où je le sens pas, enfin, je sais pas, est-ce que vous ressentez ça aussi ?» sans parler de chiffres, juste... Ouais, il y a eu des présentations, il y a eu l'Excel, mais moi, il y a quelque chose là, il faut qu'on réfléchisse parce que il faut qu'on prenne le temps parce que je ne sens pas cette décision. Et ça, mais jamais j'ai eu l'occasion d'assister à ce genre de débat. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont ce type de choses qui se passent dans leur corps, mais qui ne le partagent pas parce que c'est, encore une fois, ça n'a pas sa place aujourd'hui en entreprise. Moi, sinon, j'ai l'impression de perdre mon temps, quoi, dans les instances de représentation et dans le fait de faire des tableaux Excel, quoi. Donc voilà, donc j'ai dit, non, je candidate pas. J'étais présidente du directoire. Je l'ai pris vers 32 ans. J'étais femme, jeune, dans un univers quand même associatif où les dirigeants et les présidents d'associations sont souvent des hommes d'un certain âge. Et donc, ouais, je me sentais assez peu légitime. Est-ce que tu vas pas trop loin, là? Est-ce que la marche, elle va pas être trop haute pour toi? Parce que la situation, en plus, il y avait vraiment un tournant à faire prendre à l'association. Est-ce que tu vas être à la hauteur, quoi? Donc je sais pas d'où vient ce sentiment d'illégitimité, en tout cas c'est sûr qu'il était présent. J'avais peur quand même de ce regard, ouais, c'est une femme, c'est une jeune, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Comment elle va y arriver? Mais ça donne envie de se dépasser. On nous a pas appris à manager. On n'a jamais été conditionné dès la petite enfance par sa famille, son milieu familial ou par son milieu dans le système éducatif. On n'a jamais été conditionné pour dire vous allez être un moment dirigeante de quoi que ce soit. Alors maintenant ça commence à arriver, j'espère que ça va se maintenir, mais on nous a jamais dit que vous serez dirigeante. Donc, on n'a jamais appris à regarder comment les autres dirigeaient pour apprendre soi-même à diriger. Donc, on a eu justement, et ce qui pour moi est une énorme force, c'est qu'on n'est pas dans ces systèmes autocratiques, tyranniques, autoritaires, qui ne sont aujourd'hui absolument plus cohérents avec une période où maintenant ça va tellement vite que si vous n'êtes pas mobile, agile, si vous ne comprenez pas ce qui se passe sur le terrain, si vous n'êtes pas auprès des équipes pour comprendre exactement ce qui se passe, vous n'avez pas la boîte dans les mains. L'autorité, vous la gagnez par la preuve de ce que vous faites, pas parce que vous expliquez que c'est vous le chef. Alors cette question de la place des femmes dans le management repose encore aujourd'hui ce processus de conditionnement des femmes dans le sens où on l'entend d'une société judéo-chrétienne qui a longtemps modelé la femme sous les traits de la douceur, du désir de plaire, du sacrifice de soi et de l'obéissance et de la culpabilité. C'était Elena Forrest qui citait ça dans son livre Leadership au féminin. De ce processus découle une attitude intériorisée de subordination dont les femmes doivent s'affranchir, comme on peut le voir là, dans le management. La problématique aujourd'hui, c'est de s'affranchir de ça tout en développant une posture de leadership n'est pas forcément une évidence. L'une des choses qui ressort aussi, c'est que en fait, la femme est vue aujourd'hui comme un acteur passif, là où l'homme est vu comme un acteur actif, qui met donc en avant la détermination dans le management, la combativité également, assumer son autorité comme on l'a dit, et en fait ça devient négatif quand les femmes le mettent en place. Les différentes stratégies mises en place par les femmes, comme on l'a vu, sont notamment le fait d'avoir une parole neutre et claire, mais savoir poser sa parole, c'est pas forcément une évidence. Certaines vont avoir du mal à la prendre, d'autres vont avoir du mal à la porter. Après, on vient dans cette idée de parfois la crier ou parler plus fort, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est encore caractérisé d'hystérie, ce qui est évidemment hautement sexiste. Les femmes font aussi face aujourd'hui à ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Une étude de 2021 montrait que 3/4 des femmes faisaient encore face à des commentaires sexistes en entreprise, ce qui évidemment rajoute aux injonctions vécues par les femmes en entreprise. Le poids des stéréotypes dont on a parlé quand on parle de nature passive et active imprègne aujourd'hui l'inconscient collectif et génère des attentes de genre. C'est l'une des grosses problèmes du management, c'est les attentes de genre. C'est pour ça aujourd'hui qu'on parle beaucoup aussi de leadership au féminin, mais on ne parle pas de leadership au masculin par exemple. On attend évidemment d'une femme tout ce qu'on a décrit tout à l'heure dans le judéo-chrétien, et donc si elle sort de ces attentes de genre, elle est confrontée aux injonctions et à un rappel à l'ordre plus ou moins exprimé qui évidemment place les femmes dans cette situation un peu ambivalente où pour devenir manager, on leur demande de prendre les attributs des hommes ou en tout cas l'autorité des hommes, mais si elles le prennent trop, c'est évidemment un retour de bâton puisque c'est mal vu, puisque ça ne correspond pas à l'attente de la société et la norme de la société. Si une femme assume son côté coopératif, sensible, intuitif, cela peut être perçu comme négatif puisque ce sont des attributs dits féminins qui ne sont pas fortement suggérés dans l'exercice d'un leadership combatif qui est toujours attendu comme on l'a vu lors du dernier épisode. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en ce 21e siècle, les codes du management sont en train de changer. Ça fait un moment qu'on parle de manager coach notamment, et
de co-construction et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande proximité des équipes. Et ces différents attributs dits féminins qui sont le côté sensible, intuitif, etc. sont plus valorisés dans ce management. Et c'est pas parce qu'ils sont plus enseignés et plus valorisés dans le management que pour autant c'est quelque chose aujourd'hui socialement qui est encore bien perçu. On l'a vu, 28% des hommes pensent encore que les hommes ont une meilleure prédisposition à être managers. Donc il y a encore un biais sociétal et un biais de genre qui existe. Ce que confirment ces extraits, c'est que les hommes et les femmes sont différents essentiellement pour des raisons culturelles et donc des styles de management différents, qui sont liés à des codes sociaux préexistants et des codes sociaux attendus dans la société. On le voit aujourd'hui, ces différents codes sociaux sont un nouveau poids pour les femmes. On parle beaucoup de charge mentale, on parle de plus en plus de charge émotionnelle dans le couple, mais en fait, on revient aussi à cette charge mentale et émotionnelle dans la posture de manager. Une femme aujourd'hui a plus ou moins intériorisé qu'elle ne peut pas agir de telle ou telle façon, sinon ça peut être mal perçu. Et en même temps que si elle agit de telle ou telle façon, c'est également mal perçu. C'est-à-dire que si elle agit comme un homme, ce sera mal perçu, si elle agit trop comme une femme, ce sera mal perçu. Là où c'est intéressant, c'est que ça oblige une authenticité beaucoup plus grande, puisqu'en fait, le manque de choix guide automatiquement vers l'authenticité. Déjà en 1994, Adler et Israeli avaient déjà identifié 4 obstacles à la carrière des femmes, qui sont le fait d'être supposées moins combatives, moins ambitieuses et donc moins bien armées que les hommes. Leur relégation dans des positions de moindre responsabilité et pouvoir, la préférence accordée au comportement masculin dans la manière de manager et enfin le poids des habitudes qui contribuent à privilégier les hommes. Les femmes qui atteignent les plus hauts sommets de la hiérarchie ont presque toujours dû mettre en place des stratégies particulières. Dépasser les attentes, adopter un style qui convient aux hommes, rechercher des responsabilités difficiles ou à forte visibilité, ce qu'on appelle la falaise de verre, ou encore avoir un mentor influent. Toutes ces stratégies, on en parlait déjà dans les années 90, ce qu'on voit aujourd'hui avec ces extraits, c'est qu'elles existent encore aujourd'hui. Je pense que ce sera un vrai indicateur de l'égalité si elles n'ont plus à exister demain. On n'en est pas là. Par contre, on parlait déjà d'obstacles, de fait d'être supposée moins combative, supposée moins ambitieuse et donc moins bien armée que les hommes. C'était déjà une supposition et donc pas quelque chose d'avéré et vous le voyez, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Je l'ai vu d'ailleurs dans mes entretiens, les femmes surtout qui ont évolué dans les années 90 ont dû faire preuve d'une détermination et d'une ambition sans faille pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. Le bon point, c'est que les femmes qui ont évolué plutôt dans les années 2000 ont moins été confrontées à ça et d'ailleurs beaucoup des interviewées du podcast disent qu'elles n'ont jamais envisagé d'arriver là et qu'elles ont été portées par différentes personnes. Donc on voit que ça évolue doucement, mais n'empêche que, malgré tout, Florence Cagliasi-Joni le disait, il y a encore un besoin de faire les preuves. Claudia Ruzin également le disait. Ce besoin de faire ses preuves qui est beaucoup plus fort pour pouvoir légitimer sa place. Il y a aussi un nouveau phénomène intéressant aujourd'hui qui doit être pris en compte par les entreprises, en tout cas qui peut questionner les entreprises, c'est l'opting out. Une des interviewées notamment le dit, elle a choisi de ne pas prendre un poste qu'on lui a donné. De plus en plus de femmes prennent cette décision de ne pas prendre des postes d'évolution, soit parce qu'elles ne se projettent pas dans les différents codes virils dont on a parlé, notamment qui sont très présents en Codir, soit parce qu'elles ne se projettent pas dans un équilibre vie pro-vie perso. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'hommes aussi font ce choix-là par rapport aux vie pro-vie perso. Soit parce qu'elles n'ont pas envie de se battre. Certaines femmes vont dire le plafond est trop épais, j'ai pas envie de le casser. Donc de plus en plus de femmes choisissent de quitter l'entreprise ou refusent d'être manager ou monter dans la hiérarchie face à ces différents combats qu'elles n'ont plus envie de mener. La politique des quotas qui va être mise en place bientôt, face à cet opting out, devient intéressant puisqu'elle va forcer les entreprises à voir différemment si elles veulent attirer des femmes. Puisqu'il y a 2 sujets du coup. Il y a le sujet de créer un environnement qui soit égalitaire et qui permette aux femmes de s'exprimer et d'être, et puis de toute façon de faire évoluer son management, puisque s'il y a bien une chose qu'on voit là-dedans, c'est que inclure des femmes oblige à faire évoluer son management, puisque le management est issu de codes virils, et donc pour que les femmes y trouvent leur place, il faut les faire évoluer. Mais en même temps, ça oblige à aussi changer un environnement qui attire les femmes. Un dernier point qui est cité en fin d'extrait, c'est l'éducation. Éducation qui dit que justement les femmes n'ont pas été éduquées à manager et donc les femmes managent avec leurs armes et avec ce qu'elles sont. C'est-à-dire que les femmes n'ayant pas eu cette éducation plutôt hiérarchique et n'ayant pas été projetées là-dedans, elles évoluent aussi avec ce qu'elles ont, ce qu'elles sont, et par-delà, ça fait changer les codes. Pour aller vers l'égalité demain, il faut donc se poser la question du management, des codes de management, et de l'évolution du management et comment l'égalité va le permettre. Parce que c'est cette égalité qui va permettre aussi d'aller vers un monde qui inclut. On parle beaucoup aujourd'hui d'accompagnement des femmes dans le management, mais quand on accompagne les femmes, souvent c'est vers des codes qui existent aujourd'hui et qui sont du coup connotés virils. Si on veut vraiment faire quelque chose d'inclusif demain et qu'on veut vraiment inclure hommes et femmes, c'est les hommes et les femmes qu'il faut accompagner vers un management différent, qui ne soit plus sur des codes genrés, mais qui s'ouvre à un management plus humain.
Dans la continuité des épisodes, ce que je vous propose la prochaine fois, c'est que comme nous arrivons à cette période de la fête des pères et fête des mères, je vous propose de faire un épisode qui soit centré sur la maternité et la parentalité, qui a aussi été très présent dans les différentes interviews. D'ici là, je suis preneuse de tous vos retours et je vous dis à très bientôt.